J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Vous vous apprêtez à suivre la phase 2 du distanciel, qui consiste à voir ce que c'est les réglages et ce que ça comporte. Mais avant ça, je vous invite à visionner le film qui va suivre sur les éléments techniques du remplacement du détendeur régulateur. Ce qui permettra, une fois que vous serez surcambré, de valider votre formation et de pouvoir intervenir sur le réseau. Vous êtes prêts ? Allez, on y va, suivez-moi. Nous revoilà. Pour changer le détendeur régulateur, vous allez avoir besoin d'outils pour réaliser cette tâche. Ces outils, je m'apprête à vous les montrer et à vous expliquer leur utilité. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que chez GRDF, on doit maintenir en position tous les accessoires pour le desserrage et le serrage. Donc pour le desserrage, quand je vais devoir desserrer mes écrous, ça veut dire que je vais utiliser des clés à bec plat. Chez nous, cette clé s'appelle une clé à bec déporté, ou dans notre jargon, clé canard. Ça peut vous faire rigoler, mais c'est vrai qu'elle ressemble à un bec de canard. Donc, je vais me servir de cette clé pour maintenir en position l'accessoire pour pas qu'il bouge au moment du desserrage. Et donc, pour desserrer, je vais avoir besoin d'une deuxième clé à bec plat. Après, à votre convenance. Clé anglaise, clé à molette, comme vous voulez. Moi, je vous conseillerais peut-être une clé anglaise. Vous verrez que dans certains cas, elle est très utile et très efficace. Toujours est-il que on va pouvoir desserrer. Et l'idée d'avoir des becs plats, c'est d'éviter de mater les écrous et les accessoires, ce qui dans le temps poserait des soucis, surtout au moment du serrage, et ça les endommage. De ce fait, chez GRDF, pour ce que vous allez devoir faire sur le changement de gaz, il est strictement interdit d'utiliser ce genre de pince, puisqu'il y a des striures, et les striures risquent d'endommager les accessoires. Voilà pour ce qui est du démontage des différents accessoires. Le compteur, c'est un accessoire également. Donc, nous avons aussi une clé de maintien pour le compteur. C'est une clé de maintien pour les compteurs G4. Donc les G4, c'est ce type de compteur, c'est les compteurs domestiques. Dessus, vous avez deux anthrax. Tout simplement, c'est que les anciennes générations de compteurs avaient un anthrax de 160. Aujourd'hui, on a un anthrax de 110. Théoriquement, vous ne devriez plus tomber sur les anciennes générations, puisque les derniers compteurs ont été posés en 95-96, et dans notre programme de maintenance, ils sont changés tous les 20 ans. Voilà. Je vous donne pas plus de détails, mais l'avantage, c'est que la clé fait les deux, donc si vous tombez dessus, il n'y a pas de souci, vous pourrez intervenir sans souci. Dessus est sérigraphiée la fonction au moment où vous faites votre dépose ou votre pose. En l'occurrence, serrage, desserrage. Donc, si je suis en phase de serrage ou de desserrage, je vais la mettre dans la bonne position. Elle vient s'intercaler entre le compteur et l'écrou, principalement. Maintenant, il se peut que vous tombiez sur un compteur où les filets sont plus courts et du coup, la clé ne passe pas. Pas de souci. Vous prenez votre clé et vous la passez au-dessus des écrous à ce moment-là. Et ça passe sans aucun problème. Et l'idée, c'est de maintenir en position le montage pour le desserrage et pour le serrage. Ça évitera d'endommager l'installation derrière. Voilà pour ce qui est des outils pour le desserrage et le serrage. Vous allez utiliser une clé dynamométrique. Cette clé dynamométrique va vous servir à serrer au couple. Et oui, tous les raccords sont serrés au couple sur notre montage. Associé à cette clé dynamométrique, vous allez avoir 3 fourches. Une en 32. Elle permet de serrer l'écrou qui est en amont du détendeur, donc côté réseau GRDF. Vous allez avoir une fourche en 36, qui elle va permettre de serrer tous les raccords qui sont en aval du détendeur, c'est-à-dire que côté installation, donc ça vaut aussi bien pour l'écrou du détendeur que du compteur. Et vous avez également une fourche en 50. Alors pourquoi en 50 ? C'est que les Rex d'aujourd'hui nous ont fait remonter que sur les installations clients, on a trouvé des B6 et des B10. C'est-à-dire que majoritairement c'est des B6
6 mètres cubeurs, mais il y a quelques clients qui sont alimentés avec des B10 pour 10 mètres cubeurs, ça dépend de leur utilisation. Et en l'occurrence, pour faire passer un débit plus important, ça veut dire que l'écrou qui est après le détendeur est plus gros, donc il faut une fourche en 50. Voilà ce qui est de l'outillage pour le desserrage et le resserrage au couple. Des questions ? Si vous en avez, je vous invite à les noter, et quand on se reverra tout à l'heure en visioconférence, je n'hésiterai pas à vous y répondre. On vient juste de finir sur le couple de serrage. Alors finalement, le couple de serrage, c'est quoi ? C'est de s'assurer que les accessoires sont serrés à la bonne force par rapport aux recommandations des fabricants. Pour ce faire, on utilise la clé dynamo, mais surtout, c'est que le couple va dépendre en fait du type d'accessoire que vous allez serrer. En l'occurrence, l'écrou qui est en amont du détendeur, lui n'a pas de joint, c'est des portées coniques. De ce fait, le couple de serrage est indiqué sur la collerette de l'écrou. Donc vous allez régler la clé dynamo à la valeur qui est indiquée par le fabricant et vous allez pouvoir serrer. C'est une tâche qui sera vue en présentiel sur le site de Cambrai. Donc là, pas de joint, pas de souci. En revanche, tous les autres accessoires qui sont après le détendeur, eux ont des joints. Ces joints vont vous être fournis par GRDF dans des pochettes. Il y a deux types de pochettes, transparentes ou noires. Elles ont une raison. Celle qui est transparente, c'est écrit dessus. Elles sont traitées anti-UV pour préserver la qualité des joints. Donc de ce fait, si elle n'est pas transparente, elle est noire. Ça va préserver des rayons ultraviolets. À ce sujet, pourquoi on vous demande de garder les joints dans les pochettes ? Puisqu'on sait que les prestataires ont tendance à avoir tous une mallette avec tous les joints qui vont dedans, et voire même, pourquoi pas, à l'arrière du camion, vous avez une baguette de soudure en forme de U sur lesquelles tous les joints reposent. Nous, on va vous demander de conserver les joints dans la pochette. Pourquoi ? D'une part, parce qu'elle est traitée anti-UV, et d'autre part, c'est que vous avez une étiquette dessus avec des indications. Et ces indications sont primordiales. La première, c'est qu'on retrouve la date de validité. Et oui, les joints, c'est comme les yaourts, ça se périme. Et de ce fait, il faut pas les installer. Si la date est dépassée, bien sûr. Et deuxième information, qui est tout autant importante, voire peut-être même plus, c'est que vous allez retrouver le couple de serrage. C'est sur l'étiquette. Donc vous imaginez bien que si vous mettez les joints dans votre caisse, vous ne serez plus en mesure de pouvoir donner la date de validité et le couple de serrage. D'autant plus que si vous regardez bien, ici ce sont des joints en fibre, et dans cette pochette, ce sont des joints en élastomère, type caoutchouc. Voilà. Ouais, tiens, il est tombé. C'est pas grave. Ah ben, à ce sujet, tous les joints doivent être remplacés systématiquement. Et si vous en faites tomber un dans la poussière, ou que vous l'abîmez, que vous marchez dessus, changez-le. Ne faites pas l'économie d'un joint, s'il vous plaît. Donc, pour revenir au couple, en fait, d'une matière à l'autre, d'un diamètre à l'autre, ce ne sont pas les mêmes coupes de serrage. Donc, on vous demande d'adapter le couple de serrage par rapport au type de joints qui vont vous être fournis. Voilà pour ce qui est du couple de serrage. C'est bon pour vous ? Questions ? N'hésitez pas. Pensez à les noter. Et tout à l'heure, quand on se voit en visio, on en reparle. Maintenant, on va parler sécurité. Lorsque je vais déraccorder mon compteur et que je vais le déposer, j'ai un risque potentiel de générer un arc électrique. Pourquoi ? Parce qu'on va rompre la chaîne électrique. Et du coup, pour 3 raisons différentes, il se peut qu'un arc électrique vienne au moment de la dépose. Pour éviter ça et préserver la sécurité de nos intervenants, nous allons poser un shunt. C'est un câble d'une section relativement importante. N'essayez pas de vous en servir pour démarrer votre voiture, parce qu'il va falloir en mettre un certain nombre pour y arriver. Ce câble va permettre de faire ce qu'on appelle la liaison équipotentielle entre notre installation et celle du client. Maintenant, les raisons pour lesquelles il peut y avoir un arc électrique, si vous ne les connaissez pas, je vais vous les évoquer. La première, qui elle est connue de tout le monde, c'est que l'installation intérieure du client, très souvent, l'électricien a fait une liaison équipotentielle dessus, ou voire même l'électricien se servir des canalisations de gaz et d'eau pour réaliser la terre
des installations intérieures. Nous ne sommes pas là pour juger, mais le problème, c'est que si vous avez un appareil en défaut chez le client, machine à laver, télé, ordinateur, chaudière, chauffe-eau électrique, etc., bah, le risque, c'est que le courant de fuite remonte par le fil sur la canalisation. Et donc, vous imaginez bien qu'au moment de la dépose du compteur, on va rompre la chaîne électrique, et là, il y a une décharge qui va se passer. Et vu qu'on a déposé le compteur, il y a du gaz qui s'est échappé, on a un risque d'inflammation. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est que sur une installation individuelle, vous êtes alimenté en PE, là on le voit, c'est du plastique. Qu'est-ce que fait le gaz pour arriver jusqu'à la cuisinière ou jusqu'à la chaudière? Eh ben, il transite dans le tuyau, il circule à l'intérieur. Et le gaz qui circule à l'intérieur d'un tuyau, il se frotte sur les parois du tuyau. On a tous été jeunes, et pour ceux qui sont encore jeunes, ils l'ont peut-être déjà fait, prendre une règle, frotter sur un pull, alors si en plus c'est un pull en polaire ou en laine, après ça fait une petite décharge électrique. C'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Donc pour éviter qu'un arc électrique se provoque au moment de la dépose du compteur par rapport à ce phénomène-là, on pose le shunt. Troisième raison, qui là peut être moins évidente pour tout le monde, mais qui fait appel à un phénomène physique qui nous entoure sur Terre et qui est utilisé dans votre domaine de compétences, les chauffagistes. Si je vous parle de thermocouple, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Un thermocouple, c'est deux métaux de nature différente qui sont mis en contact et sous l'effet de la chaleur dans la veilleuse va amplifier le phénomène suivant qui est la DDP, différence de potentiel. Et oui, monsieur Seebeck, qu'on a connu au XVIIIe siècle, a découvert que tous les matériaux qui nous entourent sur Terre ont un potentiel. Et en l'occurrence, si on met deux métaux de nature différente en contact, on va créer la fameuse DDP, différence de potentiel. Et c'est ce qui se passe dans le thermocouple. Et c'est comme ça qu'on crée une micro-tension. À l'autre bout du thermocouple, vous avez un électroaimant. Comme il est alimenté électriquement, il maintient le bloc gaz ouvert. Vous allez me dire, quel est le rapport avec notre installation? C'est tout à fait légitime. Eh ben, mon robinet, il est de quelle matière? Laiton. Mon détendeur, quelle matière? Aluminium. Mon compteur, métallique. Et enfin, l'installation intérieure du client, c'est du cuivre. On a 4 métaux de nature différente. Si en plus les conditions climatiques sont réunies, eh ben le risque, c'est qu'au moment de déposer mon compteur, je génère un micro-arc électrique. Mais ce micro-arc électrique, ça suffisant pour enflammer le mélange gaz, air, à l'endroit où on travaille. Donc, pour sécuriser l'intervention des techniciens dans sa globalité, on pose le shunt. Petit conseil, pensez à poser le shunt sur votre caisse. Ce qui fait qu'à l'intervention suivante, quand vous allez ouvrir votre caisse, bah, la première chose que vous voyez, c'est le shunt. Comme ça, vous le posez et vous êtes sûr de travailler en sécurité. Voilà pour ce premier élément de sécurité. Deuxième élément de sécurité, là on va parler des EPI, les gants. Je sais que vous, prestataires, c'est une difficulté. On va pas se voiler la face. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est qu'à partir du moment où vous intervenez pour nous, il va falloir mettre des gants. Mais pas n'importe quel gant, des gants en cuir. Ils vont vous préserver de deux choses. La première, c'est qu'en cas d'inflammation, ça va vous protéger les mains. La deuxième, pour les coupures. Au moment où vous allez déposer les accessoires, vous êtes sur des portées en laiton. Si vous avez une bavure de laiton qui dépasse, quand vous remettez les joints, etc., on sait comment ça se passe. Et là, vous passez votre pouce dessus et la coupure est assurée. Là, au moins, les gants en cuir vont vous protéger. Je sais que vous avez tous tendance à utiliser des gants relativement fins avec une légère protection qui est un peu caoutchoutée. Faites attention et s'il vous plaît, n'utilisez pas ça. En cas d'inflammation, c'est du plastique, ça fond. Et là, vous allez vous brûler les mains gravement. Ensuite, autre élément de sécurité, c'est qu'au moment de la dépose du compteur, donc sur l'acte technique pur, dépose compteur, remplacement d'étendeur, on va vous demander d'avoir une veste inifugée avec des manches longues. Pourquoi? Toujours dans le même souci, c'est que si vous avez une inflammation du gaz,
vous avez rien qui vous protège si vous êtes en t-shirt. Donc ça, on le reverra plus tard. Une dernière chose pour l'outillage. Ce dont vous allez avoir besoin, du produit moussant. À quoi ça sert? Tout simplement s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite après l'intervention. Concernant l'installation intérieure du client, on va se servir du compteur. On verra la procédure après. Mais tout ce qui est avant le compteur, il n'y a pas d'autre solution. On utilise le produit moussant. Comment ça se passe? De la façon suivante. Une fois que j'ai rétabli le gaz au client, donc en ayant pris soin d'ouvrir le robinet et de réarmer mon détendeur après l'intervention, mais on verra la procédure dans le détail. Donc j'ai libéré mon flux gazeux. Le compteur, lui, va permettre d'identifier s'il y a une fuite, le cas échéant, sur l'installation du client. Par contre, tout ce qui est avant, c'est avec le produit moussant qu'on va le vérifier. Donc je vais pulvériser du produit moussant sur tous les accessoires que j'ai pu toucher ou même manipuler, donc le robinet en fait partie. Ce qu'on vous demande de faire attention, c'est surtout sur les installations individuelles. Ici, vous avez du PE qui sort d'un fourreau, donc pensez à prendre un chiffon sec, entourez le tuyau dans le fourreau, pulvérisez votre produit, vous attendez le temps nécessaire et vous contrôlez l'absence de fuite. Une fois que c'est fait, on va vous demander de rincer l'installation. Alors, on vous le demande, mais au-delà de ça, en fait, le produit est référencé par GRDF. Donc faites-y attention, parce que y a des distributeurs qui fournissent des produits moussants, mais qui sont pas forcément référencés par GRDF. Et dessus, c'est indiqué, selon la norme EN 14291, rincer les installations plastiques et cuivre après utilisation. Et oui, le produit, en fait, il est avec un pH qui n'est pas neutre. Il y a des tensions actifs, on a un pH de l'ordre de 9 à 10. Et donc du coup, ça va, dans le temps, grignoter le plastique et le cuivre. Donc pour éviter ça, on rince. Et une fois que c'est rincé, je prends mon chiffon et j'essuie l'ensemble du montage. Et voilà, l'opération est terminée. J'ai changé mon détendeur. Bien sûr, toute la procédure concernant le remplacement de ce détendeur, on le verra et vous le mettrez en pratique sur le site de Cambrai. Maintenant que vous avez vu l'outillage en lui-même, on va voir la procédure pour s'assurer que finalement l'intervention chez qui je dois aller, et surtout lorsque je vais fermer mon robinet, je suis chez la bonne personne. Pourquoi les 3 minutes? Dans notre prescrit, chez GRDF, à aucun moment c'est écrit qu'il faut attendre 3 minutes pour réaliser la VEA. Ce qui est écrit, c'est qu'il faut attendre le temps minimum nécessaire pour se garantir de l'absence d'une fuite. Ces 3 minutes, elles ont une raison technique. Par rapport à la quantité de gaz qu'il y a dans un compteur, environ 1,2 litre, jusqu'à 2 litres pour les anciennes générations, le fabricant nous garantit d'une exactitude de comptage minimum, qui est de 0,04 m3 par heure. Donc quand je fais mon ratio et que je ramène ça en minutes, par rapport à la quantité de gaz qui est dedans, je sais que au bout de 3 minutes, si la dernière roulette n'a pas bougé, je dis bien pas bougé, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Voilà l'explication des 3 minutes. Maintenant, pourquoi relever les 2 derniers chiffres du compteur? C'est que tout simplement, le dernier chiffre, si par hasard, pendant votre VEA, le client, sans vous le dire, il allume la cuisinière parce qu'il veut faire un thé, un café, et que vous le voyez pas parce que votre chef vous a appelé ou quoi que ce soit, et que la roulette a fait pile un tour. Vous, dans votre relevé d'index, alors que ce soit écrit ou une photo, c'est comme vous voulez, vous allez croire que finalement, il n'y a pas de fuite. Mais vous êtes peut-être passé à côté d'une anomalie. Alors que si vous prenez les 2 derniers chiffres, si la dernière roulette fait un tour complet, et l'avant-dernière va avancer d'un chiffre. Et du coup, quand vous allez prendre votre relevé, vous allez pouvoir avoir un doute et vous dire, il faut que je recommence ma procédure. Et peut-être le cas échéant, aller voir le client en lui disant, dites donc, vous auriez pas utilisé votre plaque de cuisson par hasard. Et vous allez voir que, sous l'effet de surprise, très souvent, le client va vous dire, ah oui, j'ai voulu faire un thé. C'est pas grave. Ce qu'on vous demande à ce moment-là, c'est de reprendre la procédure à zéro. Donc, on précise au client qu'il ne faut pas utiliser la plaque de cuisson. On refait un relevé d'index et on attend 3 minutes de nouveau. Pour autant, la VEA n'est pas validée. Ce qui va la valider,
c'est la VPG. C'est-à-dire qu'on va demander au client de mettre en route sa plaque de cuisson. Il va avoir la flamme qui s'allume. On lui précise qu'éventuellement, elle peut s'éteindre parce qu'il y a une bulle d'air, étant donné qu'on a déposé le compteur. C'est pas grave, c'est normal. Vous rallumez, une fois que c'est stabilisé, on regarde au compteur que le compteur tourne bien. Et c'est ça qui valide la VEA. Voilà pour ce qui est de la procédure d'intervention. Maintenant, le côté technique pur et pratique, c'est forcément pas en distanciel que vous le ferez. Donc c'est au moment où vous serez surcambré. Et l'idée, c'est que vous serez en action tout de suite en arrivant sur le site. Nous sommes arrivés au terme de ces explications techniques pour la procédure du changement de gaz. Donc, je vous l'accorde, on était sur le changement du détendeur régulateur. Donc je pense que concrètement, il y aura plus de sens une fois qu'on se verra surcambré. Alors quand je dis on, bien évidemment, je ne suis pas tout seul sur ce projet, donc ça peut être très bien un de mes collaborateurs qui sera présent sur place. Là, en l'occurrence, vous avez vu la partie détendeur régulateur, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que vous avez les appareils à régler également. Donc vous avez une partie technique sur les appareils utilisés par les clients, principalement les chaudières. Je vais laisser soin maintenant à Sébastien de vous présenter en gros la partie théorique pour les appareils à gaz. Merci de votre écoute et à très vite.